c'est Bong Mani Padeseo. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024, en espérant surtout que vous atteindrez vos objectifs en coréen. Et pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de démarrer avec une FAQ. Je vous ai donc demandé de poser toutes vos questions sur Instagram. J'ai reçu beaucoup de questions concernant Kaja School, qui est ma formation pour parler coréen couramment en un an en partant de zéro, et qui est toujours en phase de pré-lancement. Je prépare une vidéo dédiée entièrement à ce projet. Ça sortira très bientôt et je répondrai à toutes vos questions à ce moment-là. Ici, on va parler de la Corée de manière générale, de Kaja Corée et les futurs projets, et un peu de ma vie perso. Bref, on va aborder pas mal de sujets, donc on perd pas plus de temps. Je vous ai mis les timecodes juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui vous intéresse. Alors on commence avec Eye of Bird qui demande quelle est la meilleure saison pour aller en Corée. Alors la Corée, le climat c'est un peu compliqué, mais voici mon top 4 des saisons. Le pire pour moi, c'est l'été. Il fait très très chaud, on est sur du 35 degrés en permanence et surtout il fait très humide. Il arrête pas de pleuvoir, il y a aussi souvent des inondations, ces dernières années il y a des inondations tous les étés. Donc vraiment je vous déconseille l'été, à moins que vous comptiez juste visiter des musées à Séoul, ce que je pense pas, eh bien ça va vraiment pas être terrible. Il fait chaud, on transpire et il pleut. Et puis l'autre pire saison à égalité, c'est l'hiver. L'hiver il fait très très froid, là on a eu -15 il y a pas très longtemps, et c'est pas quelque chose d'exceptionnel du tout. Donc c'est pas agréable. La première fois que j'ai visité la Corée, j'y ai passé 5 jours à Séoul et il faisait -13. Eh bien c'était vraiment compliqué de visiter les temples, parce que après avoir passé 1 heure dehors, on était gelé et on était obligé d'aller dans des cafés pour se réchauffer avant de ressortir, et c'est vraiment pas l'idéal. Et il y a autre chose qui pose problème en Corée l'hiver, c'est la pollution. Il y a vraiment énormément de pollution l'hiver en Corée. Et quand on parle de pollution en Corée, c'est pas la petite pollution de « Ouh là là, attention à Paris, il y a de la pollution aujourd'hui ». Non, quand il y a de la pollution en Corée, généralement on sort pas dehors ou alors on met un masque. C'est vraiment horrible, on peut même pas voir au loin. On est beaucoup même en Corée à avoir un purificateur d'air à la maison, comme moi j'en ai un, parce que c'est juste ultra dangereux en fait. Et donc, surtout si vous avez des problèmes respiratoires, je vous déconseille totalement d'aller en Corée l'hiver. C'est vraiment pas le meilleur moment, et en plus vos photos seront toutes moches. Ensuite, le top 2 pour moi, c'est le printemps. Donc c'est très bien niveau température. Il y a aussi la saison des fleurs de cerisier, bien sûr, pendant 2 semaines. Mais attention, on n'y pense pas toujours. Le printemps, c'est aussi l'arrivée du sable jaune qui vient du désert de Gobi au nord de la Chine. Alors c'est pas durant tout le printemps, ça dépend un peu des années. Il y a des années où on le voit pas trop, et puis il y a des années où on voit le matin en se levant toutes les voitures couvertes d'une poussière jaune. Et donc encore une fois, si vous avez des problèmes respiratoires, le printemps c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous. Ou alors porter un masque encore une fois. Et pour moi, le meilleur moment pour venir, c'est l'automne. Des températures agréables, il y a aussi la saison des érables, entre autres, qui se colore tout en rouge. Donc c'est très beau, notamment si vous aimez faire des randonnées. Et je pense vraiment que c'est la saison la plus agréable pour visiter la Corée du Sud. Ensuite, Shinya qui demande comment ça se passe quand le petit ami qui est d'origine étrangère rencontre les parents de sa petite amie qui est d'origine coréenne, et inversement. Alors origine étrangère ou non, honnêtement je pense que ça change pas grand chose. Généralement il y a un repas qui est organisé avec la belle famille, un repas souvent au restaurant, pour pouvoir discuter et échanger, faire les présentations, et puis essayer de donner la meilleure image qu'on peut. Et c'est à peu près tout en fait, c'est assez simple, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite étape de la présentation à la belle famille. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose qui se fait en début de relation. Les Coréens cachent très souvent leurs relations à leurs parents, et même parfois à leurs amis, même leurs meilleurs amis, ça arrive, jusqu'à ce qu'il y ait un potentiel de mariage. Donc jusqu'à ce que le Coréen ou la Coréenne en question se dise « je sens que c'est la bonne personne ». Donc ne vous sentez pas vexé si vous avez dit très naturellement et très vite à votre famille « je me suis fait un petit copain coréen », mais que lui de son côté n'en parle pas tout de suite à sa famille ou ne vous montre pas sur les réseaux sociaux pendant les premiers mois de la relation. C'est pas tout le monde, mais c'est quand même assez courant. Ensuite une question de Kakakarir. Dans quel pays tu es actuellement ? Alors je suis actuellement en Corée du Sud, et complètement installé dans le pays depuis août dernier. Ces dernières années ont été un peu mouvementées niveau visa, et sur les 6 dernières années, j'ai dû passer environ 4 ans en Corée du Sud, 8 mois en Thaïlande, peut-être 6 mois au Japon environ, et 5 mois au Vietnam, avec quelques allers-retours en France et vadrouillé un peu partout, mais là c'est bon, je suis définitivement installé en Corée du Sud. Anaïk qui demande quelle est la religion en Corée. Alors en gros, il y a à peu près 30% de chrétiens. Donc c'est rare en Asie, mais oui, la Corée du Sud est un pays chrétien. En majorité, c'est du protestantisme, et il y a quand même pas mal de catholicisme aussi. Et puis on a aussi 15% de bouddhistes. Mais ce sont généralement des personnes plus âgées. J'ai vraiment très rarement rencontré des jeunes bouddhistes. Par contre, des jeunes chrétiens, ça, j'en ai connu plein. Et sinon, plus de la moitié du pays, ce sont des athées, tout simplement.
Et pour tout le reste des religions, c'est très minoritaire, et ce sont souvent des étrangers expatriés qui pratiquent leur religion. Ariane qui demande comment se compose l'équipe de Kajakore. Alors techniquement, Kajakore à la base, c'est juste moi. Mais je travaille avec beaucoup de personnes. Par exemple des rédacteurs en français ou en coréen, des traducteurs, des correcteurs, des acteurs vocaux, des dessinateurs, des graphistes. Je suis bien entouré, mais ce sont toujours des freelances. C'est-à-dire que je n'ai pour le moment pas d'employés. Je n'ai jamais eu d'employé d'ailleurs, même si j'aimerais bien pour l'avenir. Mais pour ça, il va falloir que Kajakore se développe un peu plus, car c'est un peu compliqué d'embaucher quelqu'un à temps plein pour le moment. Mais après, pour certains gros projets, comme Kaja School par exemple, oui, on a une équipe, mais techniquement, ce ne sont pas mes employés. Et donc chaque projet a sa petite équipe dédiée, qui change à chaque fois selon les besoins du projet. Marie demande, je voulais savoir si tu envisageais de faire quelque chose sur le TOPIK un jour. Donc le TOPIK, pour ceux qui ne savent pas, c'est un test de coréen qui permet d'obtenir un score. Et ce score détermine votre niveau en coréen avec plus ou moins de précision. Il y a 6 niveaux, et si vous voulez venir en Corée pour travailler ou pour étudier, autre chose que le coréen évidemment, on vous demandera presque tout le temps un TOPIK de niveau 4, ce qui correspond à un niveau de langage courant, et ce qui est également le niveau visé avec Kaja School. Le niveau 6 étant vraiment être bilingue. C'est vraiment l'équivalent du TOEIC pour l'anglais, pour ceux qui connaissent. Et donc oui, je me suis déjà demandé, est-ce que je devrais faire un livre sur le TOPIK, comme des annales de TOPIK par exemple? Mais en fait, c'est moi qui vais vous poser la question. Est-ce que ça vous intéresserait vraiment que je crée un livre ou un produit pour vous entraîner pour le TOPIK? En fait, il faut savoir que c'est un projet assez gros, qui va demander beaucoup de travail, une équipe assez conséquente. Et moi, je veux bien le faire, je pense que c'est un projet très cool. Mais comme j'ai l'impression qu'assez peu de personnes sont intéressées par ça, je peux pas me permettre de faire un projet pendant plusieurs mois pour juste quelques personnes. Donc si c'est quelque chose qui vous plairait, mettez-le moi en commentaire et je pourrais avoir une première vision pour ce genre de projet. La question d'après, c'était est-ce que tu l'as passé? Et non, je l'ai pas passé, parce que je n'ai jamais travaillé pour une entreprise coréenne, et que je n'ai pas étudié en Corée non plus, hormis le coréen, donc je n'en ai jamais vraiment eu l'utilité. André qui pose une question très intéressante, à part les mots récents importés de l'anglais, aucun mot de Corée du Sud ne commence par Ariel. Les seuls mots commençant par Ariel sont des mots de Corée du Nord. Cette étrangeté semble provenir d'une obscure règle d'or, sur laquelle je n'ai pas trouvé d'explication. Alors, cette obscure règle d'or, c'est la règle du Tuembaptik, qui est une règle qui avait été mise en place pour les mots qui viennent du chinois. Et pour la plupart des mots qui commencent par Ariel ou Nien, avec une voyelle dérivée du I, ces deux consonnes ont été transformées en Ien, donc la consonne muette. Et pour les mots qui commencent par Ariel, mais qui sont accompagnés d'une autre voyelle que celle en I, Riel a été changé en Nien. Globalement, c'est comme ça que ça a fonctionné pour ne pas rentrer dans les détails. Et en fait, c'est une règle assez récente et seule la Corée du Sud a fait ce changement, et non la Corée du Nord, d'où la différence. C'est vraiment pas utile de savoir ça pour parler coréen, mais oui, il y a bien une raison historique. Et c'est pour ça notamment que le nom de famille I, il est retranscrit en Ri. Parce qu'avant c'était bien Ri avec un Riel, mais ce Riel a été enlevé à cause de la règle. Et puis les Coréens de nom I n'ont pas fait évoluer la romanisation anglaise, par flemme certainement, et peut-être parce que I tout seul en anglais c'est pas terrible. Mais de toute façon, pour les Coréens, un nom en lettres c'est utile pour le passeport, c'est tout. Il faut pas oublier que nos lettres ne veulent rien dire en Corée, donc les Coréens n'y attachent pas vraiment d'importance. Ensuite, Sandrine qui a posé pas mal de questions intéressantes sur la France en Corée. Donc déjà, est-ce qu'il existe un quartier français à Séoul? Alors oui, il s'agit du quartier de Seoraemae. C'est pas très loin de Gangnam, et ce quartier est connu pour abriter une petite communauté française. Il y a pas mal de Français expatriés qui vivent là-bas. Alors j'y ai été quelques fois, il y a des bonnes boulangeries, quelques restaurants, mais ça reste assez petit évidemment, et il n'y a pas grand-chose de spécial à voir. Il y a un parc qui s'appelle le parc Montmartre, et puis c'est aussi là qu'il y a le lycée français de Séoul. Mais après, est-ce que c'est un quartier qui vaut le détour dans un voyage? Non, clairement pas. Ensuite, quelle place prend la langue française dans les langues étrangères en Corée? Assez peu. On va pas se mentir, le français, c'est pas du tout une langue populaire en Corée. À l'école, les Coréens apprennent l'anglais, puis généralement le japonais ou le chinois. Alors bien sûr, il y a toujours des écoles ou des universités qui proposent d'apprendre d'autres langues. Donc on peut rencontrer des Coréens qui ont un peu étudié le français ou l'espagnol à l'école, mais c'est très peu courant. Les Coréens n'ont finalement pas un grand intérêt à apprendre le français, hormis les passionnés de culture française ou ceux qui souhaitent s'expatrier en France ou dans un pays francophone pour une raison en particulier. Mais bon, pour le moment, le français, c'est pas du tout une langue prioritaire pour les Coréens. Et enfin, est-ce que tu as déjà pensé à enseigner le français aux Coréens?
Alors est-ce que j'y ai déjà pensé? Oui, mais est-ce que je vais le faire? Pas pour le moment. Et tout ça pour une raison simple, c'est que j'estime que pour enseigner une langue, il faut tout de même bien connaître ses fondements, sa structure, et longuement réfléchir et analyser comment quelqu'un qui n'a aucune notion de français et qui parle une langue aussi différente que le coréen va voir notre langue. Comment les Coréens vont appréhender le français. Et dans l'autre sens, personnellement, j'ai vraiment une dent contre tous les Coréens natifs qui enseignent le coréen alors qu'ils n'ont jamais pris le temps d'analyser et comprendre en profondeur comment leur langue fonctionne. Juste ils se disent « je suis coréen, donc j'enseigne le coréen ». Bah non, ça marche pas comme ça. Parce que du coup, ils ne comprennent pas d'où viennent les choses, ils ne comprennent pas comment fonctionnent les nuances, et comment les étrangers qui parlent une langue totalement différente peuvent appréhender le coréen, qui est si particulier, et ça donne vraiment des enseignements mauvais. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir l'air de ça pour le français. Dernièrement, les contenus en coréen, notamment sur Instagram ou TikTok, sont assez affreux. Beaucoup d'erreurs de grammaire, beaucoup d'approximations, beaucoup de choses pas naturelles, des erreurs de prononciation même venant de natifs, qui font des fautes tout simplement comme tout le monde. C'est comme si vous preniez un francophone lambda, qui peut faire des fautes de français de temps en temps, mais qu'il se décidait à devenir prof juste parce qu'il est francophone. On se dirait bah non, faut pas faire ça. Et pourtant c'est vraiment ce qui se passe en coréen dernièrement. C'est assez catastrophique depuis 1 ou 2 ans honnêtement. Donc faites attention au contenu que vous regardez. Il y a des choses bien, mais il y a beaucoup de choses pas bien aussi. Bref, je me suis éloigné du sujet, mais j'estime qu'être natif d'une langue ne suffit pas à l'enseigner. Et qu'il faut vraiment une longue réflexion sur comment la langue fonctionne pour pouvoir donner un bel enseignement. Et clairement, ce recul, eh bien, je ne l'ai pas sur la langue française. Donc peut-être un jour, mais pas pour le moment. Ensuite, une autre Sandrine qui demande à quoi ressemble une journée type chez Kajakore. Est-ce que tu travailles exclusivement sur ton site, à son évolution et tes futurs projets, ou bien as-tu une autre activité professionnelle à côté? Alors moi c'est très simple, je suis assez bien rodé. Le matin souvent je vais gérer l'organisation des projets, donc gérer toutes les personnes qui travaillent sur les différents projets. Je vais parfois répondre aux mails parce que je reçois beaucoup de messages. Et si j'ai le temps, j'aime bien tourner des vidéos le matin. Là c'est le matin par exemple. Surtout en ce moment, je tourne beaucoup pour Kaja School, puisqu'il y aura au final plus de 500 ou 600 vidéos, donc beaucoup de temps de tournage au quotidien. Ensuite, je déjeune, et puis je pars pour les bureaux de Kajakore, qui sont situés à Séoul, à 20 minutes de chez moi à peu près. C'est un tout petit local, sans distraction, parfait pour se concentrer à fond, et là c'est écriture de contenu pendant 3 à 4 heures. C'est vraiment mon moment créatif de la journée, donc c'est à ce moment-là que j'écris des cours, des livres, ou même le contenu de vidéos. Bref, c'est du contenu en masse de manière très concentrée. Puis je rentre chez moi, dîner, et le soir c'est ou un peu de repos, parfois je stream sur Twitch. J'avais fait une annonce sur ça, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch, on parle de pas mal de choses, notamment sur la Corée bien sûr, et puis on joue à des jeux, c'est très tranquille, on rigole bien, et je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Et sinon le soir aussi, j'aime bien faire du montage, parce que c'est pas quelque chose de très difficile dans mon cas le montage de vidéos, donc parfait pour le soir. Et ça globalement 7 jours sur 7, voilà. Je travaille énormément, et je m'en plains pas du tout. Ça fait plus de 5 ans que je travaille au quotidien sur Kajakore, et je suis trop content de voir que les contenus vous plaisent et que les projets vous intéressent. Et donc non, je n'ai pas d'autres activités professionnelles à côté, ce serait juste impossible. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos un peu coulisses de Kajakore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est quelque chose que j'adorerais faire. J'ai peur que ça n'intéresse pas grand monde au final, donc n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Et la question d'après, c'était quels sont tes nouveaux projets en matière de livres? Alors j'ai plein de projets en cours de route, je peux pas trop en parler. Certains sortiront en 2024, d'autres en 2025. Il y a vraiment plein de choses en marche. J'en parlerai plus spécifiquement plus tard. Je peux juste vous teaser que bientôt, il y aura des podcasts en coréen. Et j'espère que ça vous plaira. Ensuite, Maeva qui demande « Est-ce que la Corée est vraiment un pays raciste? Donc est-il possible pour une personne de couleur foncée d'y habiter et d'avoir une vie normale ?» Alors c'est un sujet un peu délicat. Et honnêtement, on entend pas mal de bêtises sur ça. Donc je vais vous donner l'avis de quelqu'un qui a vécu plusieurs années en Corée et qui connaît très bien la société coréenne. Donc non, la Corée n'est pas spécialement un pays raciste, ni plus ou moins que les autres pays en moyenne. Mais par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que la définition du racisme n'est pas la même en Corée et en France par exemple. Je prends l'exemple de la France parce que c'est celui que je connais le mieux. En France, le racisme, c'est quoi ? C'est agir différemment envers une personne parce qu'elle a une race différente. Alors j'aime pas le mot race, mais c'est l'étymologie de racisme. Mais en Corée, le racisme, c'est faire du mal à quelqu'un avec pour seule raison sa différence de race ou de couleur. C'est-à-dire que par exemple, pour les Coréens,
regarder quelqu'un avec insistance parce qu'il a une couleur différente, eh bien ce n'est pas du racisme. Le Coréen en question ne va pas avoir l'impression de faire quelque chose de mal. Dans sa tête, c'est même peut-être tout le contraire. Il est peut-être en train de se dire « Ouah, c'est la première fois que je vois un étranger en vrai, il est stylé, tiens, il vient d'où? Ouah, j'adore ses cheveux, j'adore ses yeux. Il faut beaucoup de courage pour venir dans un pays aussi lointain. Il est sûrement juste très curieux et un peu ignorant. » Et donc, vous allez prendre ça pour du racisme, dans le sens français, parce que techniquement il vous fixe, et donc il agit différemment parce que vous êtes un étranger, mais par rapport au prisme coréen, il n'est pas du tout en train d'être raciste. Et il n'a pas non plus l'impression de faire quoi que ce soit de mal. Donc c'est difficile à juger. Et c'est pour moi le principal problème de tous les gens qui essaient de juger la culture coréenne, c'est qu'ils jugent la culture coréenne à travers leur propre prisme. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment essayer de juger la culture coréenne, eh bien il faut que vous la jugiez à travers le prisme coréen, sinon ça n'a pas de sens. À travers l'histoire de la Corée, à travers l'histoire de sa société, et pas à travers votre histoire d'occidental ou d'ailleurs. Donc non, la Corée n'est pas un pays spécialement raciste, c'est un pays qui n'a pas l'habitude de voir des étrangers. Faut savoir qu'avant BTS, à part quelques Chinois et Japonais, il n'y avait pas d'autres étrangers. Et donc c'est tout nouveau. Et ils sont ignorants, maladroits, mais ils ne pensent pas forcément à mal. Je sais pas si vous regardez des dramas coréens, et si vous êtes déjà allé en Corée, mais l'une des premières remarques que l'on fait quand on vient en Corée pour la première fois, c'est « Waouh, j'ai l'impression d'être dans un drama, c'est génial. » Il y a tout qui nous rappelle nos séries coréennes préférées. Et pensez que, pour plein de Coréens, surtout en dehors de Séoul, c'est vous la personne qu'ils ont vue qu'à la télé. Donc il y a beaucoup de curiosité. Encore une fois, je dis pas que le racisme n'existe pas en Corée, il y a des racistes et des personnes intolérantes, comme partout. Et si vous avez été vraiment victime de racisme en Corée, pas de chance, c'est triste, mais pas de chance. Mais il n'y a pas spécialement plus de racisme en Corée qu'ailleurs. Les Coréens sont globalement bienveillants et peuvent même se montrer très curieux à propos de vous et votre histoire, ce qui vous a amené en Corée, et notamment si vous vous baladez dans des lieux peu touristiques, comme je le fais souvent. Je compte pas le nombre de personnes bienveillantes, surtout des personnes un peu âgées, qui sont venues faire connaissance avec moi et me poser quelques questions. Et puis une fois que j'ai dit que j'étais français, elles me racontent leur voyage en France, si elles y ont été. Ou alors elles parlent de leurs enfants qui ont par exemple étudié en Europe. Faut pas mal le prendre. Les Coréens sont un peu maladroits sur ces sujets, mais parce que ce sont des sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça va de toute façon évoluer dans les décennies à venir. Et pour ce qui est du racisme envers les personnes qui ont une couleur de peau plus foncée spécifiquement, il faut savoir que la couleur de peau n'a pas vraiment d'importance en Corée. Pour un Coréen, vous êtes un Coréen ou un étranger. Et après, derrière, que vous soyez français, chinois, américain, marocain, brésilien, peu importe, vous êtes juste un étranger. Ensuite, Enuju qui demande « Où avez-vous appris le coréen ?» Alors j'ai d'abord appris le coréen seul, avec des sites en anglais à l'époque, et des ressources que je récupérais à droite à gauche, puis j'ai entrepris d'apprendre le coréen sérieusement à l'école d'Iwa à Séoul, pendant plus d'1 an, jusqu'à obtenir un niveau avancé. Et dernière question de Son Woo-hyun 7 qui demande « Bonjour, où est-ce que je peux faire des exercices avec des corrigés pour débutants ?» Eh bien, avec le mode premium de Kaja-Corée, tout simplement, il y a un exercice sous chaque leçon. Et puis sinon, avec Kaja School. Alors avant de finir cette vidéo, j'en profite pour dire que j'ai mis en place un serveur Discord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent d'un forum communautaire où tout le monde peut discuter de différents sujets. Bien sûr, c'est un serveur qui est plus en rapport avec le coréen et la Corée du Sud, mais n'hésitez surtout pas à le rejoindre si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je pourrai y répondre dans une prochaine FAQ. Voilà pour cette vidéo. Ma résolution de 2024, c'est de faire plus de vidéos YouTube. Je vais vraiment tenter de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, même si c'est pas évident avec Kaja School à côté, mais vraiment, je vous le promets, je vais faire de mon mieux pour ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kaja Corée. 다음에 봐요.